intervenantes et intervenants. Je crois qu'il est très utile en ce moment que des femmes et des hommes d'origine très diverses, c'est notre cas, de sensibilités extrêmement diverses, prennent le temps de réfléchir à des questions fondamentales pour la démocratie et la République. C'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons tous des points de vue différents, des origines diverses, mais le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, la démocratie n'est pas une chose acquise, même en France. Et donc que des gens, j'allais dire, qui sont très attachés aux principes républicains et à la démocratie travaillent et réfléchissent ensemble, même s'il y a entre eux des nuances, c'est fondamental. Alors, présentons nos amis. Et merci d'avoir accepté d'intervenir. Grégoire Castin, normalien, toujours avec une certaine émotion que je parle de l'école normale. Comment dire, vous êtes chargé de mission au cabinet Arthur Andersen, directeur de mission au cabinet Ernst & Young, groupe Canal+, directeur adjoint de l'audit interne, directeur des services financiers, directeur financier du groupe, membre du directoire depuis 2015 et enfin directeur général adjoint chargé des finances et de la stratégie du groupe. Mais avec cette biographie importante, vous avez aussi, vous aurez l'occasion d'en parler, très renseigné et instruit sur la pratique que vous avez à l'intérieur de l'entreprise pour faire travailler ensemble un certain nombre de groupes sur des sujets sociétaux et avec quelquefois des expressions extrêmement décoiffantes, mais qui sont très intéressantes à discuter. Claudia Montero, nous sommes croisés à un moment donné, nous avions une expérience intéressante sur une convention citoyenne pour le climat intéressante, sauf le sans filtre. Et comment dire, mais vous y êtes pour rien. Mais nous l'avons géré. Et donc Claudia, comment dire, a fait ses premières armes principalement dans les secteurs de l'industrie. Elle a rejoint Eurogroupe Consulting dès la sortie de l'école, HEC. Et ensuite, secteur de l'industrie et de l'énergie. Elle y accompagne notamment des opérations internationales de restructuration et de fusion, ainsi que des opérations d'ouverture du marché. Claudia développe ensuite les activités du cabinet à destination des grands acteurs de la santé, puis elle étend son activité au secteur public. En 2010, Claudia Montero est cooptée associée au cabinet, devient directrice générale en 2020. Elle dirige également la practice et industrie d'Eurogroupe Consulting. Simplement, c'est une entreprise particulière qui gère des salariés, consultants de haut niveau, mais en même temps qui a un travail de conduite du changement et de rapprochement des points de vue qui est aussi intéressante. Laurent Escure, qui est le secrétaire général de l'Union des syndicats autonomes, qui a d'abord, qui lui-même a fait des études, licence d'histoire et de géographie à Nanterre, à une époque membre de la direction de l'UNEF, un de ses trésoriers, professeur des écoles à Toulouse, et puis prenant des responsabilités dans le syndicat UNSA, à la fois dans l'éducation et devenant le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes dans les relations interprofessionnelles, et aussi, c'est important dans le débat actuel, à un moment donné, secrétaire général du Comité national d'action laïque. Donc vous êtes tous les trois avec des situations diverses en réflexion et en action. On a à l'instant écouté et réfléchi sur l'aspect, la confection, la mise en place d'une décision légitime, mais il y a après son application. Et si j'allais dire, il y a un peu une tradition française, au mauvais sens du terme, c'est quelquefois, quand on a abouti à un accord, quel que soit l'endroit où on a fait cet accord, bon, ben, c'est fait, on en est sorti, et chacun se débrouille. Et dans les bons cas, bon, c'est un accord qui a été obtenu, et puis on voit bien comment ça se passe. Dans les mauvais cas, bon, on a été obligé de passer un accord, puis après chacun prend ses billes, et on voit comment on peut le tirer à son avantage. Et je pense que l'aspect de regarder vraiment comment, quand une décision légitime est prise, comment les parties prenantes, qu'elles soient dans l'entreprise, à l'extérieur, des pouvoirs publics, ce qui a été abordé tout à l'heure, comment ces parties prenantes peuvent conduire ensemble l'application de ces décisions, c'est fondamental, et y compris voir où on s'est trompé. On peut très bien dans un accord, parce que tout n'est pas écrit, c'est pour ça que dans le monde du travail, on appelle ça la clause de revoyure, mais quelquefois, il n'est pas inutile de se dire, ben, on a fait quelque chose, est-ce que c'est efficace ? Et souvent dans les décisions publiques, je me souviens au Conseil économique, social et environnemental, l'évaluation des politiques publiques, chose fondamentale. Or, on prend une décision, alors c'est vrai, vous me direz dans les entreprises, si une série de mauvaises décisions sont prises, on ferme l'entreprise. Mais indépendamment de ça, c'est très important
que les parties prenantes soient associées pour vérifier ensemble si ça marche ou ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on rectifie? Mais ça veut dire que si on prend cette décision, les deux parties, sachant que dans l'entreprise, l'employeur reste l'employeur, mais les deux parties acceptent, y compris que les collaborateurs puissent vérifier l'application de l'accord. Et que les collaborateurs ne sont pas simplement « on a passé l'accord, vous nous écoutez », mais qu'on accepte, encore une fois, l'employeur reste l'employeur, mais qu'on accepte d'écouter les parties prenantes. Et que ces parties prenantes puissent modifier. Les syndicats dans l'entreprise, ben on a pensé telle chose, mais on modifie. Donc voilà. Donc c'est important. Vous avez, vous, une expérience différente. Vous donnez la parole pour ces questions. Hein. On a préparé un petit peu un certain nombre de ces questions. Vous avez comment se prend une décision commune, comment ça se passe. Est-ce qu'à un moment donné, quand c'est bloqué, est-ce qu'on revient? Je ne suis pas sûr. Je terminerai par une chose. Il y a un grand accord interprofessionnel qui a été passé sur, je crois, la santé au travail. C'est une anecdote, mais que j'ai apprise, moi, étant pour l'Observatoire du dialogue social, membre des assises du travail. Je pensais que, quelquefois, je peux penser que ce n'était pas forcément vrai. Mais j'ai appris que dans un accord interprofessionnel sur l'espace santé au travail, il y avait signé par toutes les parties la possibilité que dans les entreprises, tous les mois ou tous les mois et demi, il y avait un débat dans l'entreprise sur les conditions de la santé. Ça ne se fait nulle part. Nulle part. Alors, vous me direz, les deux parties sont responsables. Ça ne se fait nulle part. Et donc, il y a quand même à s'interroger là-dessus, y compris quand un accord est signé. On a vécu, Jean-Paul et moi-même, une situation compliquée dans les bus de la région Île-de-France. Une entreprise tout à fait respectable pense qu'elle passe un accord général. Sauf que la vérification détaillée de comment ça se passe sur le terrain dans les bus aboutit à ce que, alors que l'accord est complètement partagé, mais que les parties prenantes, les syndicats qui l'ont signé ne le vérifient pas, la direction est toute seule et se plante. Donc je pense que c'est vraiment fondamental qu'il y ait ça. Si on y croit, ça veut dire un engagement de respect des parties et de loyauté des parties. À vous la parole. Oui, ça marche. Bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour monsieur le Premier ministre. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour modestement partager une expérience et peut-être aussi, j'espère, apprendre de bonnes pratiques des personnes qui sont ici. Pour rebondir sur ce que Jean disait, moi ce qui me frappe souvent, c'est qu'on a tendance dans l'entreprise à confondre l'attachement et l'adhésion. C'est deux termes qui sont très proches et qui pourtant peuvent être complètement opposés quand une décision, même légitime, est prise. On se dit souvent la décision est légitime, les gens sont attachés à l'entreprise et donc en fait ils vont adhérer automatiquement. Et en fait c'est plutôt l'inverse. Si je partage l'expérience de Catane, qui est une entreprise un peu particulière, je me rends compte que les salariés sont extrêmement attachés à cette entreprise. D'abord parce que c'est une entreprise super, objectivement. Et puis aussi parce qu'on est dans un secteur d'activité un peu particulier qui est la télé. Et la télé, c'est comme le foot. Tout le monde est sélectionneur. Tout le monde a un avis. Tout le monde, chez Canal, a un avis sur ce qu'il faut acheter comme programme, sur quels sont les appels d'offres qu'il faut qu'on remporte, sur les matchs qu'il faut programmer, les films qu'il faut produire, les séries qu'il faut acheter. Et c'est normal parce qu'ils consomment de la télé tous les jours et que, je vous rappelle qu'on regarde à peu près en moyenne en France 4 heures par jour la télévision. Et donc ça occupe une part importante du temps de cerveau disponible, comme diraient d'autres, ou pas d'ailleurs. Et donc forcément, tout le monde a un avis. Et du coup, dès qu'on veut changer quelque chose, en fait, bien que les gens soient extrêmement attachés à l'entreprise, ils n'adhèrent pas automatiquement parce qu'ils ont leur propre avis. Et donc je reviens sur un certain nombre de points qui ont été évoqués tout à l'heure. Évidemment que quand on décide de renoncer à certains droits, comme ça a pu nous arriver encore récemment, même sur des droits fondamentaux comme le foot, eh ben, on n'a pas l'adhésion automatiquement des salariés. Et il faut évidemment expliquer pourquoi ce renoncement, pour reprendre le terme de Muriel, est un renoncement légitime. Et comme dans le foot, en fait, évidemment, d'abord, il faut un bon sélectionneur, mais ça ne suffit pas. Je pense que pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a un bon dirigeant qu'on est légitime, et c'est pas parce qu'on a un bon sélectionneur qu'on va gagner. L'expérience, là aussi, l'histoire le montre.
Et c'est pas non plus parce qu'on a la bonne équipe de foot qu'on va forcément gagner. Et la mayonnaise, elle prend généralement quand on a un bon sélectionneur, une bonne équipe, mais surtout que le sélectionneur embarque son équipe. Et donc c'est là où l'adhésion est absolument fondamentale. Alors après, comment on emporte l'adhésion, comment on applique une décision légitime? Là, pour le coup, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord, mais on en rediscutera sur le fait que le monde a tant changé que ça. En fait, quand on regarde un peu, moi, ce qui me frappe, c'est que sur ces sujets d'adhésion, d'attachement, d'embarquement des salariés, énormément de choses ont été étudiées dans les années 40, dans les années 50, jusque dans les années 60 par des gens qui sont devenus des grands professeurs d'Harvard, du MIT, même d'universités et d'écoles françaises, qui ont travaillé, qui ont été les premiers penseurs des organisations. Et sans revenir sur des travaux comme ceux de Kurt Lewin ou Douglas MacGregor, en fait, quasiment tout a été dit. Et la quête de sens, elle existait déjà à l'époque. Et le besoin du dialogue, il existait déjà à l'époque. Et des travaux, je ne sais pas si vous connaissez tous dans la salle les travaux de Kurt Lewin, je vous encourage à les voir, c'est extrêmement intéressant. C'est une problématique toute bête qui est posée au moment de la Seconde Guerre mondiale, où en fait, il faut convaincre les Américains de manger des abats. On manque de viande, c'est la guerre. On se rend compte que les Américains n'ont pas l'habitude de manger des abats. Et il faut arriver à convaincre les ménagères, puisqu'à l'époque c'était les ménagères, qui décidaient ce qu'on devait manger, d'acheter des abats et de les cuisiner. Et le gouvernement américain s'en sort pas, fait des campagnes de pub, ça marche pas. Et ils embauchent un psychologue qui s'appelle Kurt Lewin et qui, voilà, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais à travers des expériences très empiriques qu'il a théorisées ensuite, a montré comment on pouvait convaincre les gens, les embarquer et a réussi à faire manger des abats aux Américains. Et ensuite, il a travaillé sur les organisations. Il a développé pendant plus de 15 ans toutes ces théories dans les organisations, les appliquant. Et c'est absolument passionnant. Et en fait, sans revenir sur toute la théorie, mais réfléchir comment on peut mettre ça en perspective dans le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il y a évidemment tout un certain nombre de bonnes pratiques qui ont été énoncées, mais l'essentiel est dans le dialogue. Et on l'a aussi pas mal évoqué dans la table ronde d'avant, et notamment sur deux dimensions fondamentales du dialogue, qui sont le dialogue descendant et le dialogue ascendant. Là aussi, je vais enfoncer peut-être des portes ouvertes, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais encore une fois, qu'on a souvent tendance à oublier. Et le dialogue ne peut fonctionner que si il est dans ces deux sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le dialogue descendant et ascendant, et comment on l'applique, par exemple, chez Canal ? Le dialogue descendant, c'est assez facile. C'est le manager qui donne sa vision, qui la partage, qui l'explique, qui l'exprime. Alors après, concrètement, c'est pas le tout de se dire j'ai pris ma décision, je l'exprime. C'est comment on le fait. Évidemment, on a d'abord une courroie de transmission importante qui sont les instances représentatives du personnel. Et là, je pense que ça fera réagir Laurent, mais je pense malheureusement qu'elles sont là aussi nécessaires, j'espère, suffisantes, sûrement pas. Pourquoi ? Parce que, pour tout un tas de raisons, d'abord, elles ont leur calendrier propre. Je le vois bien, en ce moment, chez Canal, en période d'élection, je peux vous dire que vous pouvez arriver avec la meilleure décision légitime que vous voulez. En période d'élection, vous n'arriverez à rien. Il faut attendre que les élections soient passées. Les organisations syndicales ne sont pas forcément d'accord, et c'est normal. C'est une forme de dialogue, mais ce n'est pas parce que vous avez présenté les choses en instance représentative que vous allez avoir un consensus. Elles vont se diviser. Et puis, je le regrette aussi, mais il faut bien le reconnaître, il y a aussi une forme de défiance, même si elle est moins importante par rapport à d'autres instances, mais il y a une forme de défiance des salariés par rapport à leurs institutions représentatives du personnel. Et donc, on ne peut pas que s'appuyer sur cet élément-là pour, une fois que la décision est légitime, essayer de l'embarquer. Alors après, il y a tout un certain nombre de choses qu'on peut faire. D'abord, s'adresser directement aux salariés. Moi, je pense qu'on ne s'adresse pas suffisamment directement à tous les salariés. On le fait souvent au moment des vœux de Noël, de la bonne année. Voilà, on fait un mail à l'ensemble des salariés, on met un peu d'informations, on met en perspective. Et puis, malheureusement, je pense, et là, je fais plus part à mon expérience avant Canal en conseil, où j'ai vu beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas d'informations à part une fois par an. Or, c'est évidemment fondamental. Dans les bons et dans les mauvais moments, pour vous donner des exemples, quand Vincent Bolloré est arrivé à la tête du conseil de surveillance de Canal+, il a réuni les 3000 salariés à l'Olympia, tout seul sur scène pendant 1 heure. Il a exposé, dangereux, compliqué, mais avec le talent qu'il a, il a exposé sa vision, il a raconté ce qu'il allait faire. Et je vous assure que j'ai vu un avant, un après.
Chez Canal, dès qu'on... nos grands temps forts, c'est quand on reporte des droits ou quand on en perd, quand on lance éventuellement des nouvelles offres. Et ben à chaque fois, on a un président, Maxime Sada, qui soit fait un mail, soit fait une visio pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on est content, pas content, et comment tout ça s'intègre dans une vision à plus long terme. Et là, je dirais qu'on a, pour le coup, par rapport au monde d'avant, un énorme avantage qui sont les nouveaux outils. C'est-à-dire que, et notamment depuis le Covid, c'est tout bête aussi, hein, mais la visio est quand même un outil qui permet d'échanger beaucoup plus largement et de façon beaucoup plus fluide et interactive avec l'ensemble des salariés. Donc parler à tous, et pas simplement au plus grand nombre, mais à tous le plus souvent possible. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus essayer de toujours parler à tous. Et j'insisterai sur un point fondamental qui est, à mon avis, les managers, et qu'on n'a peut-être pas assez évoqué. Je pense on est dans une société qui ne donne pas assez de responsabilités, pas assez de rôle aux managers, qu'il faut trouver des instances qui ne soient pas des instances forcément ad hoc, j'y reviendrai après, qui soient des instances qui aient une vraie existence pérenne, propre, qui intègrent des managers. Par exemple, chez Canal, on a ce qu'on appelle le comité de management, on a le directoire, on a un comité exécutif comme dans beaucoup de sociétés, et puis on a un comité de management qui est un comité qui réunit les 120 principaux managers du groupe en France et à l'international, et qu'on réunit plusieurs fois par an. Et c'est très important parce qu'en fait, d'abord, vous les mettez en valeur. Vous leur donnez une existence. Ce n'est pas juste un titre d'être manager. À partir du moment où vous intégrez un comité de management comme cela, vous adhérez forcément à une partie de la politique et des décisions qui sont prises. Et pour revenir sur des termes qu'on a beaucoup employés, y compris dans le domaine public, je pense que cette courroie de transmission, elle est absolument essentielle aujourd'hui dans les organisations. Alors après, je ne veux pas être trop long, mais on pourra en discuter. Il y a évidemment un sujet très fort de comment on forme ces managers, parce que ce n'est pas le tout de leur dire vous êtes manager. Tout le monde n'est pas manager, beaucoup le deviennent, et la question c'est comment on le devient et comment l'entreprise accompagne cette évolution. Ça, c'est pour la communication descendante, et je dirais que c'est presque la plus facile, même si, encore une fois, sur les socle intermédiaire, il y a sans doute beaucoup à dire. Sur la communication ascendante, c'est un peu plus compliqué parce que moi, je ne crois pas, pour revenir sur ce que disait Yves tout à l'heure, à la codécision. Je pense que l'entreprise n'est pas faite pour la codécision. On peut en débattre aussi, hein, mais à travers pas mal d'exemples, je pense que la codécision a ses limites et comme aussi... on a pu l'évoquer tout à l'heure, à un moment donné, il faut que le décideur tire sa légitimité d'un certain nombre de choix et de la façon dont il assume ses choix. En revanche, là aussi, je pense qu'on confond codécision et adhésion à la décision. Et je reviens sur les travaux de Lewin, c'est extraordinaire comme dans ses expériences, il arrive en fait, comment il y arrive à faire que les ménagères cuisinent des abats? En fait, il arrive à trouver les mécaniques pour que ce soit elle qui ait l'impression d'avoir pris cette décision, bien qu'en fait, ce ne soit pas du tout elle qui ait pris cette décision. Et comment finalement elle s'approprie ce besoin, cette nécessité, et c'est pas simplement une publicité qui va leur dire il faudrait faire ça pour sauver le pays. Et donc, comment on adhère à cette décision? Comment on est partie prenante dans la communication ascendante? D'abord, je pense qu'il faut mesurer là où en sont les salariés, mesurer régulièrement quel est le sentiment partagé, où en sont dans leur réflexion les salariés. Et on a beaucoup d'outils qui existent déjà. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de révolutionner les choses, il faut juste les systématiser et les faire bien. Par exemple, on est tous obligés, normalement, dans la loi, de faire des entretiens professionnels dans les entreprises. Dans quasiment toutes les entreprises, maintenant, il y a des entretiens individuels chaque année. L'entretien individuel, c'est un exercice fantastique. Vous passez 1 heure avec un salarié, il vous apporte énormément d'informations sur là où il en est, là où sont ses équipes. Par exemple, chez Canal, on interroge chaque année les salariés sur quelles sont leurs confiances dans la stratégie et dans l'avenir de l'entreprise, quels sont leurs ressentis sur la qualité des outils et de l'organisation qui est mise en place, et quelle est leur évaluation de leur bien-être et de l'équilibre entre le travail et leur vie personnelle.
Et en fait, évidemment qu'on n'a jamais 5 étoiles et qu'on n'a jamais 20 sur 20, mais ce qui est très intéressant, c'est de suivre l'évolution, de regarder selon les services, selon les périodes, comment tout ça évolue et comment, dans un service ou à une période donnée, il est nécessaire de corriger. Donc, moi, je pense qu'il faut mesurer, interroger les salariés, et encore une fois, tout ça existe au-delà des instances représentatives. Je pense aussi, et ça, ça a été évoqué, je pense que c'est très juste, Thierry Martel, ça m'a frappé, la première référence que vous avez évoquée, c'est le baromètre des clients. Et je trouve que c'est très intéressant de dire, vous avez dit, voilà, fait tout ce travail. Et en fait, première satisfaction, c'est que on est très bien placé dans le baromètre de nos clients. Et je pense que c'est un très bon point. Il faut aussi interroger son écosystème. Il faut embarquer son écosystème, ses clients, ses distributeurs. On passe pas assez de temps avec ses clients. Quand je suis arrivé chez Canal, dans le parcours d'intégration, on devait aller passer une demi-journée dans les centres d'appel et se mettre en écoute fantôme quand un abonné appelle et qu'il a un problème. Mais vous apprenez, la courbe d'expérience est extraordinaire. Vous apprenez en une demi-journée plus que ce que 10 réunions de marketing peuvent vous apprendre. J'ai la chance de me déplacer beaucoup pour le groupe Canal parce qu'on est dans maintenant près de 50 pays. Quand je vais sur le terrain, quand je visite les boutiques en Afrique, en Asie, etc., c'est extraordinaire tout ce qu'on apprend en discutant avec un vendeur qui est confronté au quotidien aux problématiques et qui vous explique pourquoi votre offre, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Et ça, évidemment, quand vous implantez une nouvelle offre, vous avez l'impression que c'est la meilleure offre possible, mais enfin, s'il y a un vendeur qui vous explique par A plus B pourquoi les gens ne l'achètent pas, vous apprenez évidemment beaucoup de choses. Et puis le dernier point sur la communication ascendante, je pense qu'il faut aussi écouter les jeunes et alors ça paraît aussi enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais les jeunes et les nouveaux venus dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que notamment dans une société comme chez Canal, où comme je le disais, tout le monde est très attaché, on n'a pas beaucoup de turnover. Et la question, c'est comment on se renouvelle, comment on rafraîchit nos idées, comment on perçoit le monde différemment. Et ça, il n'y a pas 50 000 façons de le faire autrement qu'en écoutant ceux qui viennent d'arriver. Et pour vous donner aussi un exemple, chez Canal, on fait par exemple, demain matin, moi j'ai un petit déjeuner avec tous les derniers arrivés qui ont été embauchés au cours des 3 derniers mois, où l'idée c'est pendant 1h30, moi je passe un quart d'heure à leur expliquer c'est quoi l'actualité de Canal, mais après ils préparent des questions et on partage beaucoup sur leur rapport d'étonnement, qu'est-ce qu'ils perçoivent de l'entreprise, et ils arrivent avec des idées fraîches qui sont franchement, il y a vraiment des éléments qui ont pu impacter nos décisions en écoutant ces personnes qui venaient d'arriver dans le groupe. Et puis évidemment, à l'issue de leur période d'essai, on leur demande tous, mais ça je pense que beaucoup d'entreprises le font aujourd'hui, de faire un rapport d'étonnement, de raconter ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans leur parcours d'intégration et en quoi ils se projettent dans cette entreprise qu'ils viennent de rejoindre. Dernière dimension à ce dialogue, et là aussi, en revenant à ces grands penseurs, c'est les dimensions transversales, puisqu'il faut aussi essayer d'intégrer une dimension transversale dans ce dialogue. Et là, je citerai un exemple. Je pense que dans la dimension transversale, c'est intéressant aussi de temps en temps s'affranchir de la hiérarchie et d'arriver à fonctionner ce qu'on appelle un peu en mode projet ou en mode idée. Vous parliez de la RSE. La RSE, on l'a dit tout à l'heure, c'est une occasion exceptionnelle de s'affranchir de quelques lignes hiérarchiques. Chez Canal, par exemple, on a mis en place 3 comités. Un comité, vous l'avez dit, et ta sœur pour travailler sur l'égalité femmes-hommes. Un comité et ton frère pour travailler sur la diversité et l'inclusion. Et un comité et ta planète pour travailler sur la protection de l'environnement. Et ces 3 comités, en fait, auxquels le président du directoire est présent, le directeur est présent, ils mixent des salariés de tous les niveaux hiérarchiques, avec évidemment une envie de participer qui est énorme. Et ça, je reconnais dans ce que disait Muriel tout à l'heure que c'est une opportunité exceptionnelle. Donc en conclusion, pour dire tout ça, moi je pense que c'est pas tant la gouvernance des entreprises qu'il faut faire évoluer. Je pense pas que ce soit tant, mais je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Hein. Je pense que les règles existent. Je pense que beaucoup de choses existent. Je pense qu'aujourd'hui, le principal problème, c'est un problème de méconnaissance et de manque de formation de nos managers d'aujourd'hui et de nos étudiants qui seront des managers demain. Moi, je suis frappé quand on regarde quand même les grandes écoles et encore plus l'université. On apprend toutes les matières du marketing, du juridique, de la finance, etc. La part qu'on laisse à la gestion des ressources humaines est extrêmement faible.
Et c'est une erreur, parce qu'en fait, encore une fois, la science existe. C'est une science extrêmement intéressante. Et s'il y a bien une matière à laquelle tout le monde va être confronté, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beau faire du marketing, du juridique ou de la finance, vous faites quand même une grande partie de votre temps en entreprise de la gestion des ressources humaines. Voilà, donc je pense que s'il y a un accent sur lequel on devrait tous mettre nos efforts, c'est la formation. Et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles ce dialogue aujourd'hui est utile, puisqu'on est nous-mêmes en train, j'espère, de se former. Merci. Est-ce que ça marche? Vous êtes sûr? Oui, c'est bon. Ok. Merci beaucoup, Grégoire. C'était inspirant. Je vais du coup peut-être pour commencer vous dire d'où je parle, puisque j'ai 2 casquettes. Moi, j'ai la chance d'être dirigeante d'une ETI de 400 personnes, un cabinet de conseil 100% détenu par ses salariés. Français de nature, et ça me met dans une position un peu particulière puisque mes co-intervenants viennent principalement de très grands groupes. Ce sujet de la décision, en fait, pour nous, il est essentiellement lié à une thématique qui nous intéresse et préoccupe beaucoup ces derniers temps, que celle de l'engagement. J'ai entendu Yves tout à l'heure parler de codécision. Nous, ce qu'on constate, alors qu'on a un effectif de 400 qui se renouvelle par quart chaque année, donc on est aussi un métier dans lequel on passe. On peut démarrer sa carrière consultant, mais c'est très rare qu'on la finisse consultant. Et on y reste, en fait, aujourd'hui en moyenne, non pas chez Eurogroupe, mais dans la profession, à peu près 2 ans. On paye bien sûr les effets de la post-Covid, puisque les personnes qu'on a recrutées à peu près à ce moment-là ont pris les emplois qu'ils trouvaient, et nous on embauchait, et donc on a gardé des consultants, et à l'échelle de la profession, on s'aperçoit que notre turnover, donc les sorties, accélère beaucoup. Donc 2 ans, une forme de paradoxe, en fait, où quand on va dans les écoles, et quand on assiste aux manifestations, les étudiants qui arrivent sur le marché veulent toujours plus de sens, toujours plus de parti pris sur la décision. Mais quelques années plus tard, et là je vais rejoindre ton point Grégoire, quand on se retrouve en position de management, c'est-à-dire soi-même à tous les jours prendre ses propres décisions, pas seulement les décisions stratégiques d'entreprise dont on a très largement parlé, pas seulement les décisions concernant les grands accords qui régulent nos vies en termes de collectif de travail, mais la décision opérationnelle d'une femme ou d'un homme qui amène une équipe quelque part, eh bien nous, dans ce cabinet de 400 personnes, où on doit être à peu près 130, être manager opérationnel, nous constatons, et on se dit que ça doit être aussi un peu le cas dans la société, que devenir manager aujourd'hui et assumer des décisions qui semblaient très simples, comme celle d'organiser le temps de travail de son équipe dans une unité de lieu, sont compliquées. Et nous, ça nous fait beaucoup réfléchir sur comment on rend cette tâche supportable pour nous, bien sûr en tant que cabinet, mais aussi ça fait partie en fait des demandes que nos clients nous font, nos clients comme vous, groupe qui êtes présent ici aujourd'hui, comment on fait en fait pour construire et garantir dans la durée l'engagement d'une science qu'on n'apprend jamais à l'école. Ça, c'est vraiment le point qui nous semble déterminant aujourd'hui et qui préoccupe la plupart des dirigeants que nous côtoyons. C'est vrai que la place du manager, et peut-être que Laurent, tu nous donneras quelques exemples sur le rôle des syndicats dans l'entreprise, elle n'est pas aisée aujourd'hui. Tous les dirigeants, tous nos clients, quand ils ont besoin qu'on les appuie sur un plan stratégique, ils vont nous parler directement des parties prenantes. Il faut consulter, c'est même plus une nouveauté, c'est un impératif, et donc on consulte à tout va les clients, les collaborateurs. Parfois on oublie juste qu'on a des représentants du personnel, ça existe encore en France aussi, je vous rassure, c'est pas juste à l'international. Et au milieu de tout ça, on a peut-être nos syndicats qui ne se sentent pas très bien parce que du coup il y a une désaffection des collaborateurs qui se constate dans les adhésions, mais on a également nos managers
qui ne savent plus où donner de la tête. Et donc, en fait, nous, on travaille sur de nombreux programmes, à la fois d'engagement, de leadership en anglais, d'assumer ce rôle qui est très compliqué, de montrer une voie en expliquant que parfois, l'équipe n'a pas le choix pour la construire, mais qu'on va y aller et qu'on va réussir pour un bien qui nous dépasse, celui de l'entreprise, qui nous fait vivre, qui a ses clients qu'elle accompagne, et pas seulement en fait au travers de formations techniques. Donc pour nous, vraiment, l'engagement de ces managers, que nos écoles ne préparent absolument pas, est clé. Donc je te rejoins complètement, Grégoire, là-dessus. Après, en fait, il y a quelques recettes qui sont vraiment séculaires sur la décision. C'est déjà, en fait, toutes les décisions ne sont pas collégiales. Et quand bien même la décision aurait été prise selon les préceptes édictés lors de la précédente table ronde, des préceptes vertueux, bien sûr, il faut quand même juste dire que parfois les décisions, elles ne se prennent pas à plusieurs, elles ne sont pas toujours concertées. Et là, en fait, en tant que dirigeant, il faut l'assumer. Mais en parallèle de ça, il y a un sujet sur lequel on travaille beaucoup dans toutes les approches de conduite du changement, c'est que malgré tout, sur le chemin qu'on poursuit, chacun a sa marge de manœuvre. Typiquement, tout à l'heure, j'entendais parler d'études d'impact. Quand on prend une décision, qu'est-ce qu'on va faire? On va provoquer un changement. Le changement, généralement, les êtres humains détestent. Alors, d'abord, il faut leur expliquer pourquoi et où on va. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, en fait, c'est l'intérêt que le grand tout y a. La troisième étape, c'est l'intérêt que la personne y a. Et la quatrième étape, c'est la marge de manœuvre et le chemin qu'il peut faire prendre à ses équipes pour l'amener à cet objectif. Alors après, il y a plein de techniques pour s'assurer qu'une décision soit appliquée, outre celle de garantir l'engagement du management. Il y a des techniques traditionnelles qui consistent à construire des cascades qui vont de l'entreprise, d'objectifs j'entends, qui vont de l'entreprise aux individus. Je pense que là, on arrive un peu au bout de cette technique d'engagement individuel. Il faut qu'on sache construire de nouveaux équilibres dans nos entreprises qui ne se ressemblent pas toutes. C'est pas pareil d'être dans une entreprise de services en croissance que d'être dans une société, une petite industrie qui se bat pour conserver ses contrats clients et qui a un effectif beaucoup plus restreint, des problèmes d'attractivité. Bref, tout ça pour dire que chacun doit pouvoir aussi comprendre, quel que soit l'état de la structure, le niveau de décision dans lequel il peut être embarqué. Et donner à chacun le goût de décider dans son périmètre d'action directe, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait probablement apprendre plus de façon théorique, embrasser plus de façon optimiste pour en enlever la charge que certains de nos managers aujourd'hui évoquent quand ils ont à prendre des décisions aussi simples qu'organiser le temps de travail d'un collectif. Je vais m'en arrêter là et passer la parole à Laurent pour la dernière partie. Merci Claudia. Je pense que tout le monde m'entend. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs. Alors évidemment, le point de vue d'un syndicaliste va peut-être être un peu différent, quoique, sur ces sujets. Je pense qu'il y a plusieurs éléments à avoir en permanence en tête sur l'efficacité et l'application d'une décision ou sa construction. C'est d'abord le fait que ça devienne une habitude, c'est-à-dire qu'il y ait un effet répétitif, que ce soit pas un élément exceptionnel, réservé aux situations de crise, une grosse réorganisation, même si ça peut être utile de temps en temps, ou une situation de crise de croissance où on doit embaucher, recruter, mieux partager la valeur, etc., etc. Il faut que ce soit une habitude quotidienne, sans que ce soit non plus une perte de temps, ni pour le décideur, ni pour le salarié, ni pour l'écosystème global de l'entreprise. Mais il doit y avoir cette habitude du dialogue, cette habitude du changement, qui soit installée comme une culture, parce que c'est ça qui crée la confiance. Lorsqu'on travaille sur des choses qui ont peut-être parfois moins d'enjeux affectifs, y compris sur la vie des personnes, ou moins d'enjeux dramatiques sur la vie des personnes, c'est parfois plus facile
de fabriquer du changement, qui peut être un changement petit, mais qui pourtant amène beaucoup de productivité, ou une productivité améliorée. Je prends cet exemple, parce que j'avais été auditionné d'une étude qui avait été faite aux États-Unis, même les syndicalistes, mais le syndicalisme aux États-Unis est très puissant. On s'en rend compte dans notre grande fédération mondiale du syndicalisme, où c'est souvent eux qui apportent le plus grand nombre de délégués. Bon. Une entreprise qui avait mobilisé ses salariés pour regarder comment on pouvait améliorer le bien-être au travail et voir s'il était compatible avec la productivité. Et c'était une société, alors ça ne peut pas marcher partout, hein, une société de service où il y avait des personnes qui répondaient à des téléphones, qui appelaient des clients ou qui les recevaient, et qui en même temps travaillaient sur des ordinateurs postés. Et l'expérience a été, en prenant une cohorte et des scientifiques qui l'ont accompagné, des personnes de même génération, des cohortes ayant les mêmes paramètres médicaux pour que le comparatif soit pertinent. Et ils en ont mis un sur un poste traditionnel, enfin un groupe, et l'autre groupe sur un bureau adapté, surélevé, avec un tapis roulant réglé à 1 ou 2 km/h maximum. Et ces personnes-là, donc, faisaient leur travail en marchant toute la journée. Debout. Téléphone, ordinateur. Il est important, comme le disait Jean Grosset, si on se rend compte dès le lendemain qu'il y a des fractures, des gens ou que le travail n'est pas fait, il faut peut-être arrêter l'expérience. Mais il se trouve que l'expérience a pu se poursuivre. Au bout de 3 mois, cette expérience a montré que ceux qui étaient dans ce groupe avaient non seulement des constantes de santé qui s'étaient considérablement améliorées, avaient un ressenti personnel de bien-être au travail qui était plus élevé que les autres, considéraient à la fin de la journée qu'ils étaient moins fatigués, et ce groupe-là était 5 à 10% plus productif que l'autre. Voilà un élément qui peut permettre de montrer que lorsque l'on fabrique du petit, là en l'occurrence un petit investissement, une petite posture de travail, une association, c'est-à-dire une adhésion de la part des salariés à cette expérience, parce qu'elle aurait pu être rejetée, plus qu'on en tire le bilan et que tout le monde y trouve son compte, voilà un élément qui peut à la fois profiter aux salariés et à l'entreprise, et donc à sa productivité. Et c'est ces petites choses, j'ai cité aussi Béatrice de Lavalette, qui est élue à la région et dans sa ville de Suresnes, qui fait des expériences comme ça, c'est-à-dire qui mène du dialogue social très régulièrement, même sur des petits accords. Petits, non pas en termes de valeur, mais en termes de... voilà, ce n'est pas des plans sociaux qu'elle conduit, ce n'est pas non plus des réorganisations de secteur, mais c'est une habitude qui, du coup, a créé de la confiance dans les équipes qu'elle anime et qu'elle manage. Et par exemple, elle a passé un accord, qui peut paraître atypique, de permettre aux salariés d'amener leurs animaux domestiques au travail. Et cet accord, qui au départ interrogeait, certains le craignaient, il faut gérer les allergies. Évidemment, si votre animal domestique c'est un boa, c'est peut-être un peu plus dur à amener qu'un petit chat ou qu'un petit chien. Enfin voilà, donc il y a des désagréments, y compris pour ceux qui n'ont pas d'animaux domestiques. Globalement, l'inclusion de cette nouveauté dans le collectif de travail a amené, même chez ceux qui n'ont pas d'animaux domestiques à la maison, un mieux-être et sans doute une productivité améliorée. Bon, voilà pour prendre des exemples d'innovation qui sont loin des grands sujets syndicaux classiques, mais qui peuvent être de nature, lorsqu'on les conduit, à crédibiliser le lien de confiance entre l'équipe de direction, le manager, et l'équipe de travailleurs, dans lequel je mets les syndicats, parce que je pense qu'on a un intérêt à ne pas les contourner, même s'il faut aussi associer l'ensemble des salariés de temps à autre. Ça veut dire qu'il faut aussi donner des moyens aux institutions représentatives des personnels de pouvoir fonctionner autrement que comme une nouvelle bureaucratie qui s'installe au sein d'une autre bureaucratie qui est celle de l'infrastructure de l'entreprise et qui du coup se coupe également un peu du monde qu'elle est censée représenter. Mais ça, c'est des questions de culture, d'action. Donc il y a cette répétitivité et cette pédagogie du dialogue permanent qu'il faut qu'on arrive à partager, à mettre en œuvre. L'autre, c'est la transparence. Moi, je plaidais dans des réflexions que j'avais portées sur
l'état de notre démocratie, pour que, alors je le portais pour nous, les représentants nationaux, mais je pense que ça vaut au plan local, parce qu'on a vu tout à l'heure que le plan local aidait d'abord à l'adaptation. On ne peut pas avoir une décision efficace et responsable si elle n'est pas adaptée au territoire, aux services, au secteur, etc. Et je plaidais pour que tout un tas de discussions, y compris des rencontres entre des organisations syndicales et un ou une première ministre, soient filmées. On filme les questions au gouvernement. On filme même, à l'Assemblée nationale, tout un tas d'auditions ou de travail de commission. Il serait normal que cette transparence, qui du coup devient une responsabilité pour toutes les parties, vous inquiétez pas pour ceux qui sont interrogatifs sur cette idée, les discussions en off existeront toujours, sans caméra. Les coups de fil existeront toujours. Le fait de rendre public un certain nombre de discussions importantes n'empêche pas certaines discrétions ou certaines confidentialités. Mais si on veut conduire du changement, le mieux, c'est de le faire en transparence. Alors on peut faire des comptes rendus, on peut faire des tables rondes ouvertes, mais montrer comment se noue le dialogue, c'est un élément important. Ensuite, il faut partager les contraintes. Tous les syndicalistes ne sont pas prêts à l'admettre. Mais dans ce cas-là, il faut trouver le moyen de prendre le bon biais. On ne vous demande pas de valider le fait qu'il n'y aura, lorsqu'il y a du grain à moudre, que 50 millions à se partager entre les salariés dans cette très grande entreprise. Vous considérez qu'il devrait y en avoir 150 millions, très bien, mais ce n'est pas ce qu'on a arbitré. Donc, regardons ce qu'on peut faire de ces 50 millions. Et évidemment, si un jour il y en a 150, il suffira d'appliquer une règle de 3. Là, en l'occurrence, c'est facile. On multiplie par 3 pour fabriquer l'équivalent de ce nouvel accord. Mais partager une contrainte en disant, voilà, je n'ai que ça à mettre sur la table, qu'est-ce qu'on en fait? Et là encore, avec de la transparence sur la façon dont on responsabilise les représentants des salariés ou les salariés eux-mêmes sur ce choix-là, alors qui est positif, parce que là, ça serait du grain à moudre, mais qui peut être aussi comment on améliore ou comment on évite de dégrader une situation qui va se dégrader. Il y a un plan social, qu'est-ce qu'on en fait? L'exemple des syndicalistes qui avaient fait une liste, sans doute, j'espère qu'elle était juste, mais entre ceux qui avaient des vrais soucis et ceux qui en avaient peut-être un peu moins, là encore, ça demande non seulement un dialogue de sincérité avec l'entreprise, mais ça demande aussi à ce que ce soit connu. Et c'est à l'honneur du syndicalisme d'être capable de faire ce type de choix. Et pousser à la responsabilité, ça fera évoluer, y compris le syndicalisme, même le plus radical ou le moins constructif, vers ces démarches de co-construction. Et enfin, dire que il faut non seulement de la diversité sur les sociologies, cadres, moins cadres, techniciens, employés, ouvriers, sans doute, il faut aussi de la diversité générationnelle. Parce que dans un monde qui est en train de changer, je prépare un congrès en ce moment, et donc je voulais m'amuser, il y avait une fédération que je connais bien, qui avait fait un amendement qu'on ne comprenait pas sur l'usage des nouvelles technologies qui pouvaient remplacer les salariés, etc., dans l'intelligence artificielle. Bon. Et on voyait ce que ça voulait dire, mais on ne le comprenait pas. Et donc j'ai demandé à ChatGPT, en me disant, prends cet amendement qui parle de toi et traduis-le-moi en bon français. Et il m'a fait un amendement parfait. Je pense que la commission des résolutions sera enchantée. Donc, bon, mais, bon, ce qui est une certaine mise en abîme du sujet, mais bon. Je le dis parce que dans toutes les sociétés humaines, et l'innovation en est au cœur, il ne faut ni faire de jeunisme, ni de chasse aux anciens, ni de glorifier trop les anciens et de mésestimer les jeunes. Mais les jeunes apportent à l'entreprise l'innovation et la technologie, et les anciens apportent l'éthique de l'usage de ces technologies et la culture de l'entreprise. Et il faut que ces mélanges-là, y compris générationnels, soient impliqués lorsqu'il y a de la conduite du changement ou lorsqu'il y a des décisions à prendre, c'est-à-dire qu'on ne confine pas
l'ancien parce qu'il serait sage et expérimenté, ou le jeune parce qu'il serait fougueux et capable de prendre des risques. Il faut qu'on ait ce mélange, lorsque la sociologie de l'entreprise, évidemment, le permet. Il faut qu'il y ait aussi ce mélange générationnel. Je pense que c'est essentiel. Et ça pose cette question démocratique dans notre pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer le fonctionnement. Il ne s'agit pas de cogestion. Enfin, quoique, il y a des coopératives qui fonctionnent très bien, ou de codécision permanente, mais il faut que chacun soit à sa place. En revanche, il faut que ceux qui vont parfois subir les décisions, même s'ils doivent y adhérer ou les comprendre, ne se sentent pas manipulés. Et dans la question du dialogue, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont fabriqué des manipulations, parfois douces, qui pourraient s'apparenter à un spectacle de mentalisme, mais qui sont quand même de la manipulation. C'est pour ça que je plaide pour la transparence, même si parfois, pour jouer, mais au sens ludique du terme, et c'est positif parfois de jouer dans l'entreprise, la culture des nudges, pour le dire en bon français, du coup de pouce, peut être utile. Pour ceux qui le connaissent moins, c'est quand on veut que devant l'entreprise, les mégots de cigarettes, pour ceux qui fument encore, soient ramassés, on met deux dispositifs qui permettent, lorsqu'on met le mégot sur un bac transparent, de pouvoir voter. Et donc, par exemple, ça a été d'abord inventé dans les toilettes d'un aéroport à Amsterdam, en mettant une petite mouche collée dans les urinoirs pour messieurs. Et donc, du coup, il y avait il y a eu 20% de nettoyage en moins des toilettes, parce qu'il y avait un objet à viser. Et pour les mégots de cigarettes, en Angleterre, il s'agissait de voter pour Messi ou Ronaldo, pour savoir qui était le meilleur footballeur. Et donc, du coup, il n'y avait plus de mégots par terre. Donc, voilà. Ces éléments qui modifient les comportements sont des manipulations. Lorsqu'elles sont ludiques et connues, elles n'entament pas la confiance. Mais il faut se méfier aussi des manipulations qui peuvent amener, parce que lorsqu'on découvre sa propre manipulation, là, on a pu peut-être conduire un changement de manière efficace, rapide et responsable, mais peut-être qu'on n'en conduira pas deux. Simplement, en relançant par une petite question à partir de vos interventions, mais lorsqu'on s'est retrouvé en situation de crise au moment du confinement, la manière de prendre des décisions et de les faire respecter a été totalement bouleversée. On n'avait pas le choix. Et c'est pour ça que moi, je ne m'attache pas trop au terme codécision, pas codécision. Entre parenthèses, mon observatoire travaille beaucoup avec la Friedrich Ebert et le DGB. Les Allemands ont choisi la codécision décentralisée par rapport à leur passé sinistre de 1933 à 1945. Les décisions centralisées peuvent amener à des catastrophes politiques. Donc, il faut réfléchir à ça. Mais je pense que, pour reprendre sur ce que vous disiez à l'instant, pour donner la parole, quand il y a eu cette expérience, bien sûr que quand on travaillait sur le rapport de Patrick, c'est Jean-Paul qui fait cette réflexion, la démocratie sociale, ce n'est pas le suffrage universel. L'employeur reste l'employeur. De dire on est citoyen dans l'entreprise, ça peut faire plaisir, mais ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'on méprise les gens, mais l'employeur reste l'employeur. C'est pour ça qu'il existe des syndicats d'ailleurs. Sinon, on n'aurait pas besoin d'en créer. Bon. Donc simplement, je pense que sur cet aspect, si vous avez un retour là-dessus, je pense que sur cet aspect, le partage de la décision, le partage de l'application des décisions, je voudrais, à partir des discussions qu'on a eues, si vous pouvez faire un retour, moi le terme, bien sûr que le terme codécision en France est terriblement connoté, mais je m'aimerais là-dessus, vous me direz à votre point de vue. On a été amené, on a fait une étude nous, sur le dialogue social dans l'Observatoire, et on a été amené à faire, je dis ça sans aucune nostalgie de ma part, un bilan des lois Auroux. Excusez-moi de vous dire ça, un bilan des lois Auroux. Bien. Sans nostalgie, parce qu'il y avait une intuition très forte et des utopies inapplicables, pour ne pas dire autre chose. Mais il y avait quand même un truc très fort qui était indiqué, qui était de dire, est-il normal que dans l'atelier, nous entendions que le bruit des machines n'est pas la voix des hommes? C'était un peu lyrique, qui pouvait amener à des bêtises, mais qui est une chose profonde. Donc comment, à votre avis, moi j'ai beaucoup assisté, j'ai beaucoup apprécié les interventions de Jean-Dominique Sénard et de Sophie, dans la réunion qu'on a fait aux Arts et Métiers. Tout le monde n'a pas, dans ce qu'on cherche comme bonne pratique, tout le monde n'a pas le même point de vue chez les employeurs d'ailleurs,
Voilà, bon. Et deuxièmement, dans les bonnes pratiques qu'on a, je pense que l'aspect, bien sûr que l'employeur reste l'employeur, mais après, comment on peut malgré tout continuer à associer les collaborateurs et les syndicats, en sachant que les syndicats peuvent être exactement frappés par les mêmes questions bureaucratiques et de distanciation avec le personnel. Hein. On peut en faire des tonnes d'exemples. Hein. Voilà. Donc si vous avez accordé quelques minutes pour qu'on termine cet entretien, très vite. Je commence. Juste peut-être en rappelant qu'en matière de décision, chacun son périmètre. Quand on est en fait sur la fixation d'un cap, généralement en fait ce sont les dirigeants avec, si on est dans un système à élus, en articulation avec les élus ou avec les actionnaires. Certaines entreprises sont dans cette circonstance-là. Ensuite, en fait, nous, ce qu'on a coutume de recommander à nos clients, c'est que la décision, elle se construit avec ceux qui vont la mettre en application. Et dès lors qu'on est sur une transformation opérationnelle, comme par exemple la mise sur le marché d'un nouveau produit, avec un nouveau discours de vente, une nouvelle promesse client, si on construit ça juste en chambre, sans associer ceux qui font déjà ou qui vont faire, on est à peu près sûr qu'on va à la catastrophe. Donc c'est vraiment pour nous une question de périmètre de responsabilité et de marge de manœuvre. Non, mais quand je disais que je ne croyais pas à la codécision, évidemment, il y avait un petit côté provocateur, mais je pense que tout dépend de ce qu'on appelle décision et quel est le niveau de décision dont on parle. Si on regarde chez Canal, la décision la plus importante qu'on peut avoir à prendre, c'est un appel d'offres sur le foot, par exemple. Et comment ça se passe un appel d'offres sur la Ligue 1, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le moment le plus stressant qu'on puisse connaître dans une expérience. C'est une enchère fermée. C'est-à-dire que vous mettez un chiffre dans une enveloppe, vous ne savez pas ce que les autres mettent, et à la fin, on vous dit vous avez gagné, vous avez perdu. Généralement, c'est lose-lose pour le financier, parce que quand on gagne, c'est qu'on a payé trop cher, et quand on perd, c'est qu'on n'a plus les droits. Donc à chaque fois, c'est une période de stress intense pour moi. Mais une décision comme ça, elle se prend comment? Je vais vous dire, il n'y a qu'une personne qui sait ce qu'il met dans l'enveloppe. C'est le président. C'est impossible de co-décider sur une décision. Alors c'est un peu caricatural évidemment ce que j'évoque, mais c'est pour vous dire qu'une décision aussi structurante que celle-là, évidemment qu'on la réfléchit en amont ensemble, évidemment qu'il y a beaucoup de personnes qui sont amenées à modéliser ce qui peut se passer et qui du coup comprendront aussi sans doute la décision qui a été prise, mais à la fin la décision purement et simplement, elle est prise que par une personne et ça ne peut fonctionner que comme ça. Et d'autant plus, encore une fois, que je le disais tout à l'heure, tout le monde a un avis sur la question et que pour autant, personne ne sait comment on va regarder la télé dans 5 ans. Et du coup, moi, je clôturais par une expression qui j'avais entendue dans ma courte expérience dans la fonction publique, mais que j'aime beaucoup, c'est libre dans le conseil et fidèle dans l'exécution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit libre dans l'organisation de conseiller, de donner son avis, de parler, de s'exprimer et d'agir en transparence. Mais à un moment donné, il faut une certaine fidélité dans l'exécution, qui bien sûr se mérite, hein, mais ça ne fonctionne que si on est libre dans le conseil et fidèle dans l'exécution. Oui, alors, tu parlais des lois Auroux, mais il y a aussi le code de la fonction publique. Non, je le dis parce que c'est en allusion directe avec ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est-à-dire qu'on oublie souvent qu'un fonctionnaire a d'ailleurs dans le code, c'est des droits et des devoirs. On a mis les droits en premier. Bon, là aussi, il y avait peut-être une volonté de séduire quand ça a été fait, mais on a mis des droits et des devoirs, c'est-à-dire que les deux sont liés. Mais un fonctionnaire, il est là pour fonctionner. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État et que la République tient, c'est parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont fidèles en exécution. Et donc on ne peut pas assimiler les salariés du privé à des gens qu'on ferait fonctionner comme on fait fonctionner des fonctionnaires, même si c'est mieux quand on respecte les fonctionnaires, et c'est encore mieux quand on respecte aussi les salariés. Mais je pense que il n'y a pas de l'heure de la codécision, chacun est à sa place, mais les expériences, y compris européennes et en Allemagne, d'intégration d'une part de représentants du personnel dans des conseils d'administration, pour garantir cette transparence, non pas la codécision, mais la transparence et voire même avoir parfois une idée qui peut être éclairante et utile. Parce que parfois les décisions, elles sont imposées de l'extérieur de l'entreprise. Je vais prendre un exemple dans l'agroalimentaire. Je pense qui se rapproche des nouvelles technologies. Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs de produits de grande distribution qui sont influencés par des applications qui jugent les produits sur la santé, les composés, est-ce qu'il y a
Alors, il y en a des célèbres, hein, je peux en citer un, ça s'appelle Yuka, mais ça peut être le Nutri-Score que vous voyez. Voilà. Quand on a un Nutri-Score E, alors évidemment, si on produit du beurre, bon, c'est assez compliqué d'avoir un Nutri-Score A, mais ce sera toujours un peu trop gras, même s'il faut en manger modérément. Mais tous les produits de l'agroalimentaire qui sont notés, et je l'ai constaté moi-même sur certains produits, j'ai vu, pour continuer à vendre, on a changé son produit. On a mis un peu moins de sel, on a mis un peu moins de gras, on a mis un peu plus de produits ou un peu moins d'additifs. Voilà. Donc la décision, elle vient aussi, elle peut être influencée par l'extérieur sans qu'on le choisisse. Donc c'est quand même un peu mieux lorsque on fait des panels et lorsque on peut, sans co-décider, faire participer à la décision.